Tu disais, Moana, qu'à Tahiti, c'était Taora qui avait créé le ciel et la terre avant les hommes. Taora était dans le vide, avant la terre et avant le ciel. Oui, ça ne devait pas être très confortable. Comme Taroa était certain d'être seul, il s'est mis à crier. Ouais, c'est l'origine du chant tahitien. Professeur de musique, Jean-Paul Berlier s'est passionné pour la musique et les chants traditionnels polynésiens. Musicologue, il étudie depuis de nombreuses années les chants polyphoniques et les instruments de musique polynésiens, tambour, idiophone, vivo et pou. Les images additionnelles proviennent des fonds Gilbert, des Wharetauhitinui et Ika. Les sources que nous connaissons, dont nous disposons à l'heure actuelle, ce sont les écrits des Européens. Donc on ne peut pas parler à proprement dit de la musique polynésienne avant l'arrivée des Européens. C'est forcément à partir du moment où des Européens ont parlé de cette musique que nous connaissons aujourd'hui les traces qu'ils ont laissées, les traces écrites. Bien évidemment, cette musique n'a pas changé du jour au lendemain. Donc on peut considérer que ce qui s'est passé, je vais dire le 10 février par rapport au 9 février, c'était pas une grande différence sur le plan musical. Donc les sources dont nous disposons, ce sont ces écrits des Européens, avec deux difficultés. La première difficulté que nous rencontrons, c'est que ces gens-là ne sont pas des spécialistes. Autant il y avait des scientifiques, des botanistes, des géographes qui pouvaient donc avoir un œil, je veux dire, professionnel sur ce qu'ils découvraient lorsqu'ils sont arrivés en Polynésie. Autant sur le plan musical, nous n'avons rien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de musiciens qui avaient ce regard professionnel sur ce qu'ils ont pu entendre ou voir à ce moment-là. Donc nous avons des descriptions qui sont des descriptions très anecdotiques. Évidemment, ce qui a le plus marqué les Européens lorsqu'ils sont arrivés, c'est la pratique de la flûte nasale, le vivo, qu'on souffle dans une flûte avec le nez. Ça, c'est quelque chose qui les a sidérés. Et donc tous les Européens de Bougainville à Cook signalent que la présence de cette flûte nasale et la décrivent assez précisément. Mais ils décrivent l'objet, ils ne décrivent pas vraiment l'instrument. Deuxième obstacle que nous rencontrons en lisant ces documents, c'est que souvent ce sont des jugements qui sont des jugements de valeur, c'est-à-dire que les Européens réagissent par rapport à leur propre musique, à la musique qu'ils connaissent, et donc les éléments qu'ils apportent sont des éléments sur c'est joli, ou au contraire, c'est une musique de sauvage. On a les deux. Et ces informations sont à prendre avec beaucoup de recul, souvent en fonction de qui les émet. C'est-à-dire qu'un pasteur protestant, évidemment, n'a pas la même vision qu'un mutiné de la Bounty. Si on prend les deux types d'informations qui nous sont données par les textes que ces gens ont rédigés lorsqu'ils sont passés à Tahiti. Voilà donc les sources que nous avons. Alors à partir de là, il faut décrypter. Il faut décrypter et voir ce qu'il y a derrière les mots. C'est-à-dire que lorsque l'on nous parle de chants qui ressemblent aux chants grégoriens, ou lorsqu'on parle de psalmodie, il faut comprendre que ce sont des chants qui ont un petit ambitus, c'est-à-dire que des chants qui sont interprétés avec très peu d'écart entre la note la plus grave et la plus aiguë. Lorsqu'ils nous disent qu'il n'y a que 3 trous sur le vivo, ce qui limite évidemment le nombre de hauteurs que l'on peut jouer avec cet instrument, mais qu'ils les varient, il faut comprendre qu'ils utilisent des micro-intervalles, ce que l'on connaît bien aujourd'hui dans la musique du monde, dans les musiques du monde, qu'elles soient d'Afrique ou d'ailleurs, mais qui à l'époque évidemment était très surprenant pour des Européens, même si le système tempéré à l'époque n'était pas encore tout à fait fixé. Voilà donc les sources dont nous disposons. Alors ces sources, elles s'étalent sur évidemment plus d'un siècle, 1 siècle et demi. On va les considérer pour toute la fin du XVIIIe et puis le XIXe. À partir du XXe siècle, d'autres sources sont arrivées, avec notamment des enregistrements sur cire qui ont été transférés. Ça a été le travail du Bishop Museum notamment.
c'est une constante dans l'évolution de la musique. Les choses se passent toujours de la même façon. Les hommes utilisent d'abord leur voix pour faire de la musique. Il y a donc de la musique vocale. Et puis, il y a des instruments qui servent, notamment les apos pour appeler les oiseaux, pour imiter les cris d'animaux, etc. Et donc, ces instruments vont venir doubler les voix, c'est-à-dire qu'ils font exactement la même musique que ce que les voix chantent. Et les deux marchent ensemble. Les instruments vont avec les voix, il n'y a pas de musique instrumentale séparée. Et ce n'est que dans une étape ultérieure, visiblement qui n'avait pas été franchie en Polynésie, ce que je dis n'est pas un jugement de valeur, contrairement à ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'ils n'avaient pas éprouvé le besoin, les Polynésiens n'avaient pas éprouvé le besoin donc d'inventer une musique instrumentale séparée, et donc les instruments étaient toujours avec les voix, et les instruments mélodiques, en fait le seul instrument mélodique qu'il y avait, le vivo, était en doublure des voix. Après, il y avait les instruments à percussion, qui, comme dans toutes les sociétés traditionnelles, ont une importance fondamentale, notamment les membranophones, à cause des tailles qu'ils peuvent prendre, à cause des sonorités qu'ils peuvent avoir, suivant justement la grandeur, la largeur de ces membranophones. Et donc, Teuira Henry dresse une liste très exhaustive de tous ces tambours et de la fonction qui s'y attachait sur les marées, pour prévenir des événements politiques, etc. Autre instrument qui est mentionné, c'est l'Iara, ce qu'on appelle le toiré au fait, c'est-à-dire un tambour à fente, mais qui n'est pas en bois, qui est en bambou, enfin pas en bois évidé, mais en bambou. Et puis on met en général dans les instruments, bien qu'ils ne servent pas, n'aient pas une fonction musicale, le pou, la trompe marine, donc qui était plutôt un instrument d'appel pour passer les signaux et qui a d'ailleurs gardé ce rôle aujourd'hui. On ne fait pas de musique instrumentale avec des poux, on s'en sert pour annoncer un spectacle, pour annoncer l'arrivée de personnalités, donc cette fonction est restée. Voilà donc en gros les instruments principaux qu'il y avait au niveau des instruments avant. Les aérophones, donc le vivo, qui était le seul instrument mélodique, et le pou. Au niveau des membranophones, les pow, ce que l'on regroupait sous le générique de pow. Et au niveau des idiophones, c'est-à-dire les instruments qui ne sont ni membranophones, ni chordophones, ni aérophones, eh bien l'Iara et le toéré, dont apparemment le rôle était réservé non pas pour la danse, mais pour annoncer les sacrifices. Aujourd'hui, les formes traditionnelles chantées, on va les appeler comme cela, sont essentiellement au nombre de 3. Il y a donc les Imenetarava, on reviendra sur le découpage, sur les spécificités de chacun, les Mineru'o et les Ute, qui sont quand même des formes que l'on peut rattacher à la tradition, même si l'acculturation a été forte et si des éléments occidentaux sont effectivement venus s'y mêler. Mais je pense que ce sont des chants qui relèvent vraiment de la tradition et d'après les sources donc, que l'on a, on sait que les chants étaient très nombreux et couvraient toutes les activités quotidiennes. Évidemment, il y avait les chants, on va dire officiels, soit ceux de la liturgie qui allaient avec les cérémonies, soit ceux qui concernaient les généalogies, qui étaient fondamentaux, les chants historiques, pour savoir qui on était, mais aussi les chants de divertissement, et donc ça c'est mentionné assez souvent dans les textes, on a un répertoire assez précis des thèmes. Aujourd'hui, de tout cela, il ne reste que ces grands chants polyphoniques, on reviendra sur les éléments traditionnels et les éléments acculturés qu'ils comportent, et le outé, qui est un chant plus monodique, on va dire, et qui relève de l'art oratoire pratiquement. Le cheminement qu'ont suivi ces chants, on ne le connaît pas trop en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas des étapes. Le repère le plus précis que nous ayons, c'est en 1875, dans le mariage de Loti, où Loti, qui était lui un excellent musicien, a été capable de nous donner des informations très précises sur ce qu'il a entendu, et on reconnaît très rapidement qu'il parle d'un Himenetarava, même s'il ne le cite pas spécifiquement. Mais Rarahu était Pere Pere,
Tout au moins, il lui attribue le rôle de Pere Pere dans un Himene Tarava. Par contre, au niveau de l'évolution, c'est très difficile. Tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est relever les éléments qui nous paraissent être issus de la tradition par rapport aux textes que l'on connaît, ce dont je parlais tout à l'heure, et qui sont les éléments qui ont été mentionnés même de façon très imprécise par les premiers Européens lorsqu'ils ont décrit ce qu'ils entendaient, et puis ce qu'on sait qui est visiblement d'influence occidentale. Donc il y a des choses qui sont très nettes. Le style d'écriture, on parlera d'écriture horizontale pour le Himene Tarava, c'est-à-dire des lignes mélodiques superposées. Par contre, pour le Himene Ru'o, on parlera d'écriture verticale, c'est-à-dire des notions d'accord. Or, la notion d'accord, elle est occidentale. Donc forcément, le Himene Ru'o a subi une influence occidentale beaucoup plus forte que le Himene Tarava. Ne parlons pas des instruments qui sont dans le Ute, qui sont effectivement des instruments et un accompagnement harmonique qui relèvent directement de la musique occidentale. Mais il y a d'autres éléments qui plaident pour des origines traditionnelles.